radio-imo.fr. Vivez sur Radio Imo la 29e édition du MIPIM à Cannes du 12 au 16 mars en partenariat avec BPD Marignan, Galtier Valuation, RCG France et La Belleville. Eh bien, bonsoir. Il est 19h16. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est notre dernière interview qui clôt cette seconde journée du MIPIM, 29e édition. Une édition très, très forte, très puissante, avec beaucoup de contenu. On espère vous avoir apporté aussi pas mal d'informations avec la succession d'invités de marque qui se sont aujourd'hui présentés sur le plateau de Radio Imo. On les remercie tous d'y avoir participé. Sur le plateau, quelqu'un qu'on connaît bien sur Radio Imo, c'est Francis Borézé. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Alors, Francis Borézé, accueilli. Merci beaucoup. Alors vous êtes, j'allais dire presque comme Marie Zolagnon, vous avez presque votre ronde serviette sur Radio Imo, pensionnaire de la Comédie Française, pensionnaire de Radio Imo. On vous voit régulièrement. En tout cas, c'est toujours intéressant de parler avec vous, avec votre vision des territoires. Je rappelle simplement, Francis, que vous êtes vice-président développement immobilier et touristique d'Euro Disney Associés SCA. Vous êtes clairement impliqué dans le territoire qui fait le bassin finalement d'Euro Disney. Il y a les parcs d'attractions bien sûr, mais pas que. Il y a aussi tout un environnement économique extrêmement intéressant. J'aimerais, mon cher Francis, que vous nous expliquiez un petit peu la mission qui vous a été donnée. J'aimerais aussi qu'on parle, vous rappelez, de cette convention dont on a parlé en antenne, qui a fixé un cadre précis depuis 1987, me semble-t-il, et de rappeler à nos auditeurs pourquoi elle a été conclue, cette convention. Alors effectivement, on est le développeur d'un territoire qui fait 2230 hectares, c'est-à-dire un cinquième de Paris à peu près, et qui a pris comme légitimité en fait cette convention dont vous parlez, qui a été signée en 1987 par l'État, la région, le département de Seine-et-Marne, et également donc une société privée qui était à l'époque la Walt Disney Company et qui s'est substituée à une société de droit français Euro Disney. Voilà. Et notre rôle, c'est effectivement en fait de jouer ce rôle d'aiguillon et de développeur en fait du territoire aux côtés de l'aménageur et pas franc. Je crois que vous avez accueilli récemment Jean-Baptiste Ray, le directeur général adjoint, et également auprès des collectivités locales. Le tout sous la houlette du préfet de région Michel Cadot, qui est également délégué interministériel pour le projet Euro Disneyland. Donc notre rôle, en fait, c'est effectivement de mettre un peu en musique le développement de ce territoire sur une période de 40 à 50 ans, puisque la convention qui devait se terminer en 2017 a été prolongée jusqu'en 2030. Et en fait, la façon dont ça se déroule, c'est qu'on signe sous la houlette de cette convention, en fait, toute une série de phases de développement. On en est à la 4e phase, qui a été signée il y a 3 ans à peu près, et qui est en fait notre feuille de route pour les 8 à 10 années à venir, et dans lequel nous, sociétés privées, on s'engage à développer un certain nombre de projets. Ça peut être des projets touristiques, le développement des parcs, on l'a vu tout récemment avec des investissements importants, mais ça peut être également des développements hôteliers, le Disney Village qui est un peu notre Bercy Village local, ou d'autres projets comme des centres de congrès par exemple. Et puis également le volet urbain, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que en fait pour la première fois, je pense en France et en Europe, il y a un développeur privé qui intervient dans l'acte de construire une ville aux côtés des partenaires publics. Alors justement, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, vous intégrez cette dimension dont on ne soupçonne pas forcément l'existence. Voilà, on est dans le, vous savez, dans le cliché Euro Disney, le parc d'attractions qui va bien, mais vous avez notamment je peux utiliser le mot cluster dans une certaine mesure. Oui, un cluster économique, tout à fait, voilà, extrêmement puissant, très développé sur le Val d'Europe, qui en fait intègre plusieurs éléments de la ville, là où on vit, là où on travaille, avec une véritable mixité d'utilisation, pas forcément axée uniquement sur le divertissement ou sur l'hôtellerie, mais aussi sur l'économie elle-même. Des entreprises, des startups sont intégrées aussi dans le dispositif. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que l'objet de ce territoire, c'était pas simplement d'accueillir Disneyland Paris, bon, qui était un fait d'armes en 1992, puisqu'on a ouvert à ce moment-là, mais dès l'an 2000, en fait, on a travaillé à développer la ville et effectivement à accueillir des habitants. Aujourd'hui, on a à peu près une ville qui accueille 35 000 habitants, avec autant d'emplois également, donc un taux d'emploi par actif qui est très important, mais également d'accueillir des entreprises. C'est-à-dire que, et je pense que c'est très important pour les élus, c'est qu'il fallait diversifier le tissu économique,
Et donc, on est allé, nous, à l'abordage des entreprises en leur vantant les mérites de Val d'Europe, ses infrastructures, son accessibilité, sa disponibilité foncière, et puis également l'urbanisme que l'on développe, et on pourra y revenir tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai une équipe à l'intérieur du développement immobilier qui est en charge de, en fait, faire le marketing territorial avec Laurence Roure qui est à nos côtés aujourd'hui, du Val d'Europe, et à dire aux entreprises, venez vous installer à Val d'Europe, vous y trouverez tout ce que vous attendez, à 30 km de Paris, sans être, je dirais, une sorte de satellite de Paris. Donc, l'ambition qui nous anime, par cette voilà, métropole qui est Paris. Voilà, c'est créer votre puissance territoriale, pôle de gravité, et en fait, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'entreprises qui s'installent ici et qui retravaillent en fait leurs relations avec leurs fournisseurs, avec les entreprises avec lesquelles elles travaillent, et qui en fait raisonnent en fonction du territoire, s'y trouvent bien, et appellent d'autres entreprises, sont nos meilleurs ambassadeurs en fait. Mais finalement, à tout point de vue, c'est intéressant parce que même sur le plan démographique, c'est extrêmement intéressant parce que Jean-Baptiste Ray, qui était le patron, le directeur général adjoint de l'EPAMARD, ouais, justement, est très axé là-dessus. Vous le connaissez bien parce que vous travaillez. Oui, bien sûr. Tous les jours, c'est un partenaire. Voilà, vous travaillez bien. Il a une excellente vision justement de son territoire. Moi, ce qui m'intéresse assez bien dans votre démarche, c'est ce qui d'ailleurs nous avait intéressé lorsqu'on s'est vu la première fois. C'est justement le côté hétéroclite apparent, mais ouais, qui en même temps est extrêmement cohérent dans l'idée. C'est-à-dire qu'on est dans votre action au quotidien, on est dans une vraie mixité d'utilisation, à tout point de vue, même poussé à l'extrême dans une certaine mesure, du divertissement au logement, en passant par l'économique. C'est extrêmement intéressant. Mais en fait, Francis, vous êtes en train de bâtir une ville. En fait, c'est une mosaïque, ce territoire. Vous bâtissez une ville, une communauté. On bâtit une ville, effectivement, c'est-à-dire à la fois, si j'ose dire, une destination touristique, c'est le jargon qu'on utilise pour les parcs et le complexe hôtelier, mais au-delà de ça, une destination urbaine également, où les gens vont bien se retrouver, vivre agréablement, travailler ou simplement traverser cette ville. Et en fait, notre rôle, c'est aussi de créer cette membrane un peu entre la destination touristique et la partie urbaine, et faire en sorte que ces deux mondes aussi se reconnaissent, éventuellement échangent. Il y a des lieux de brassage qui sont particuliers, où on peut avoir une population touristique qui rencontre une population urbaine. Et effectivement, ce rôle, c'est effectivement un rôle de créateur d'une ville. Alors, on travaille pas tout seul, c'est-à-dire qu'à nos côtés, on a l'EPA qui est l'aménageur, donc qui développe toutes les infrastructures, qui met en place avec Val d'Europe Agglomération, la communauté des 7 communes aujourd'hui, en fait, tous les documents d'urbanisme, et qui intervient également pour le financement des équipements publics, puisque les gens qui vivent ici, ils ont besoin d'écoles, d'équipements sportifs, culturels, etc. Et nous, on met un peu tout ça en musique, on intervient beaucoup sur l'urbanisme, sur l'architecture également, on crée des lieux de vie, des places, on recrée des rues, ce qui n'est pas toujours ce que l'on fait habituellement dans les villes nouvelles, et on essaie de faire en sorte qu'en fait ce lieu soit convivial pour on pense d'abord aux gens qui vont vivre là. Donc on se pose d'abord la question, et d'ailleurs on leur pose la question puisqu'on fait des enquêtes régulières avec Laurence Roure pour prendre le pouls de cette population, comprendre quels sont ses irritants, parce qu'il peut y en avoir, ça peut être le transport, le stationnement, etc. Et aussi pour comprendre demain comment on va la faire évoluer. On est un peu aujourd'hui à une période charnière où après 30 ans, on se dit, est-ce qu'on va reproduire un peu ce qu'on a fait, ou est-ce qu'il y a un nouveau souffle là qu'il faut créer avec nos partenaires publics? Alors justement, j'aimerais sur la troisième partie de cette interview, qu'on parle justement de cette. Quand je dis vous créez une ville, c'est pas anodin. Quelque part, vous créez vraiment une ville. C'est pas un corridor, le Val d'Europe. C'est pas une transition vers Paris. C'est un lieu de vie. Il faut rappeler, alors un lieu de vie dans lequel il y a aussi des préférences foncières, faut quand même le dire, c'est-à-dire qu'on a un accès au foncier de meilleure qualité, on a une possibilité beaucoup plus attractive de se loger à des prix quand même relativement compétitifs, comme aussi rappelé, on a aussi un bassin d'emploi qui se développe, on a une croissance démographique qui est positive, quelque part, ce territoire a des indicateurs très positifs de développement et qui ont capté. Mais ce qui m'intéresse aussi dans la démarche, c'est ce rapport entre le partenariat public-privé. Il fonctionne super bien là pour le coup.
En fait, on a une notion qui a animé en fait ce partenariat, qui est la notion en anglais de best efforts, ses meilleurs efforts. C'est-à-dire chacun des partenaires doit faire ses meilleurs efforts pour en fait dépasser les conflits, dépasser les compromissions aussi, bien sûr, mais en fait ensemble travailler au développement de cette ville. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, finalement, il y a une convergence, même s'il y a des points de vue qui sont différents, même s'il y a des perspectives qui sont différentes, pour ensemble animer la machine. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur 1 euro investi par le public, on est à 10 euros investis sur l'ensemble du territoire. Et ce rapport a toujours été observé au fil des phases de développement. On est à peu près à 6 à 7 milliards d'euros et on va encore développer autant sur le site. Donc il y a beaucoup d'argent également qui est investi sur le site parce que ce site est béni des dieux d'une certaine façon, notamment parce que à l'occasion de l'implantation de Disneyland Paris, il y a eu des infrastructures d'une qualité extraordinaire qui ont été mis en place. On a le premier hub TGV en France, avec 80 trains chaque jour. On a 8 minutes de Roissy. Ouais. Donc il y a des entreprises qui font le choix aussi de s'installer à Val d'Europe pour ces raisons-là, quoi. Et je dirais qu'on a aussi une qualité de vie. Alors ça, c'est le travail de l'équipe de développement avec les partenaires publics qui se voit. Alors chaque ville, bien sûr, vante ce sujet-là, la qualité de la vie. Je pense qu'il faut l'expérimenter. C'est pour ça qu'il faut venir à Val d'Europe pour aussi transformer peut-être sa vision. Val d'Europe, là, à la radio, c'est juste un nom. Il faut venir sur place et on voit aussi que des gens qui, par exemple, peuvent avoir une approche assez parisienne des choses, quand ils viennent sur le place, sur site, sont en fait totalement bluffés et intéressés par tout ce qui peut se faire ici. C'est d'ailleurs le projet que nous avons, puisque dans quelques temps, normalement, nous avons prévu, ça fait un moment qu'on en parle. On est ravis de vous accueillir. De venir faire un plateau spécial où on fera aussi des images. Je rappelle simplement que pour avoir plus d'informations, on va donner l'adresse du site internet www.valdeurope.com. Valdeurope.com, on trouve toute l'info, mais on vous donnera plus d'infos aussi en mettant. Alors, je vais demander à Rémi de Sagazan de mettre le site internet www.valdeurope.com et on organise avec Laurent justement la possibilité de faire un reportage en images avec justement toutes les parties prenantes pour parler de ce territoire qui est une excellente alternative à la polycentralité qui est liée aux grandes agglomérations et donc il y a un enjeu majeur aussi dans le territoire. Merci Francis Borégé. On sera ravis de vous accueillir en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite un excellent meeting. On remercie d'ailleurs aussi Laurence Roure, qui est senior manager innovation et communication, aussi à Euro Disney Associés. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est la fin. Voilà, il est 19h28. On va vous souhaiter une excellente soirée et on se retrouve demain matin dès 9h. Radio-imo.fr. Vivez sur Radio Imo la 29e édition du MIPIM à Cannes du 12 au 16 mars en partenariat avec BPD Marignan, Galtier Valuation, RCG France et La Belleville.